Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur la statique, sur un chapitre qui va servir autant pour donc la statique issues des actions mécaniques, donc la notion d'équilibre, et qui fonctionne également pour une partie en cinématique et pour la totalité en dynamique et en cinétique, voilà, qui sera vue dans les chapitres suivants. On va présenter donc les torseurs d'action mécanique. Alors si vous avez déjà suivi des cours précédents, vous avez sans doute déjà vu l'introduction des torseurs cinématiques, et puis on va rebalayer finalement la notion de torseur et ce que ça comporte. Alors finalement un torseur c'est quoi? Déjà c'est un outil spécifique aux sciences de l'ingénieur, vous ne le rencontrerez a priori pas dans d'autres matières. C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils propre à la mécanique du solide indéformable. En l'occurrence, elle existe en cinématique, en action mécanique, donc en force et en moment, en cinétique, en dynamique et en résistance des matériaux. C'est quoi un torseur? Quel que soit le thème, le torseur a toujours le même comportement. C'est quoi un torseur? Finalement, un torseur, c'est la réunion de deux vecteurs. Un vecteur qu'on va noter de manière générique R, qui est égal, donc dans sa décomposition, à Rx, Ry plus Rz dans un repère donné R, ici écrit en bas. Et cette écriture-là, qui est donc ici l'écriture horizontale, peut également se retrouver à la verticale, Rx, Ry, Rz. Et qui a un deuxième, donc le torseur a un deuxième vecteur, le moment, qui est défini lui à un point particulier et qui s'écrit MAX, MAY, MAZ à l'horizontale et à la verticale uniquement les éléments scalaires. Les LED vont être amenés à changer d'un torseur à un autre, mais la structure reste toujours la même. Alors finalement, elle se compose de quoi? R, ça correspond à ce qu'on appelle la résultante. C'est un vecteur qui est constant, quel que soit le point d'application du torseur. Alors que M, MA, c'est ce qu'on appelle un moment, et ce vecteur, il varie en fonction du point d'application. Pour le faire varier, pour passer d'un point à un autre, on utilise ce qu'on appelle la relation de Varignon. La relation de Varignon fait appel à un premier torseur qu'on aurait défini, c'est-à-dire que donc le moment d'un torseur au point B, c'est le moment d'un torseur au point A, c'est-à-dire cette valeur-là, plus le vecteur BA, vectoriel, la résultante R qui est ici définie. Donc ça veut dire qu'à partir d'un torseur, il est possible de définir un torseur en un autre point, peu importe le point. Tout ce qu'il nous faut en plus du torseur, c'est le vecteur des positions. Quel que soit le torseur, la résultante et le moment n'ont pas les mêmes unités. Ça signifie, ici quand on regarde la relation de Varignon, qu'est-ce qu'il y a de différent? Vous avez une distance qui est intégrée ici. Donc vous n'avez pas les mêmes unités entre R et MA, entre les deux vecteurs. Ça signifie également que vous n'avez pas le droit de les additionner, puisque dans ces cas-là, on perd la cohérence physique. Alors, quelques précautions pour l'utilisation, pour la rédaction du torseur, pour être bien rigoureux. Déjà, vous avez deux types d'écriture. L'écriture ici horizontale. On remarque qu'il n'y a en bas à droite que une lettre correspondant au point d'application. Cette lettre est obligatoire vu que le moment, ici en bas, change en fonction de ce point. Donc le torseur, le couple des deux, change également. Donc on doit absolument avoir en bas à droite le point qui est répété qui correspond bien au point d'application du moment. Les vecteurs, quand ils sont en lecture horizontale, peuvent être soit définis dans le même repère, soit définis dans des repères différents et mélangés. On pourrait très bien imaginer avoir du X1, du Y2, du Z3. Donc, l'écriture horizontale vous permet finalement de bien visualiser les vecteurs et ne nécessite pas que toutes les
constante soit dans le même repère. L'écriture verticale, elle, nécessite que le repère ou la base d'écriture soit la même. Et dans ces cas-là, on va renseigner le repère en bas à droite à côté du point. On va retrouver uniquement dans les cases les valeurs scalaires. Vous remarquez bien qu'il n'y a pas de vecteurs qui apparaissent entre les accolades. Ici, ça signifie que le Rx, vu qu'il est positionné en haut, à gauche, correspond donc à la résultante en x. Donc x, y, z pour les résultantes, x, y, z pour les moments. Le repère doit être obligatoirement renseigné en bas à droite, en plus du point d'application du torseur. Ici, on attend uniquement des scalaires. La position dans le torseur nous donne l'axe de projection, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de donner forcément les repères. Une chose, si vous écrivez un torseur sous le format horizontal, ne vous amusez pas obligatoirement à vous le mettre sur le format vertical. On va voir que le format vertical, il est intéressant quand on va introduire les liaisons. Mais finalement, on n'a pas besoin nécessairement de noter les deux. Une seule combinaison suffit. On appelle chacune des composantes scalaires, donc les 6 du torseur, les éléments de réduction du torseur. Essayons maintenant d'appliquer ce torseur au niveau des actions mécaniques. Donc jusqu'à présent, on a introduit la définition d'action mécanique. On rappelle que les actions mécaniques sont de l'ordre de 2. La force FA, qui est constante, en direction sens énorme quel que soit le point, et le moment, qui est variable, qui est défini en fonction d'un point, de direction sens énorme défini par le produit vectoriel PA vectoriel FA. On peut faire directement un lien entre un vecteur qui est constant, qui correspond donc à une résultante, et un moment qui est variable en fonction du point, qui respecte finalement un début de relation de Varignon. Donc on va retrouver les éléments propres au torseur. Tout ça correspond bien à la définition qu'on a vue. Donc ici, si ma force, donc je considère la force générée par la pesanteur sur le poids au point A ici, je récupère au point P deux choses, la force FA et le moment qui tente à faire tourner la tige de ma balance. Le torseur d'action mécanique, du coup, ça va s'écrire comment? On va récupérer la partie force dans la partie résultante, puisqu'elle est constante quel que soit le point, et la partie moment, on va la récupérer en dessous, puisqu'elle varie en fonction du point d'application. Et voici ce qu'on appelle le torseur d'action mécanique, également appelé torseur d'action transmissible. Si on souhaite transporter ce torseur d'un point à un autre, que faut-il faire? On va devoir absolument partir d'un torseur connu, et on va donc aller calculer, donc le FA va rester le même. On va calculer le moment en B de FA, c'est-à-dire le moment en P de FA déjà connu, plus BP, on récupère l'alignement D du vecteur, vectoriel, la force qui est juste au-dessus. Vous observez que le point a changé. On est passé du point A au point B, puisque j'ai fait une erreur. Ceci, ça doit être au point P, pardon. Donc ici, on passerait d'un point P à un point B. Il existe plusieurs couples particuliers. On va en compter deux. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le torseur couple. Alors le torseur couple, je rappelle que qu'est-ce qu'un couple? C'est le fait qu'un système tourne autour d'un point généré par deux forces qui, si on les additionne, égale le vecteur nul. Le torseur couple, c'est donc le torseur qui est issu de n'importe quel moteur. C'est un torseur où la résultante est nulle, mais où en revanche, le couple ne l'est pas. Si on utilise Varignon, on va se rendre compte qu'on va faire
si on le veut en un autre point, le couple plus le produit vectoriel entre le vecteur de haut et d'un autre point, vectoriel la force. Ça veut dire que le résultat du produit vectoriel, vu que la force est un vecteur nul, va nous renvoyer un vecteur nul. Le torseur couple, sa particularité, c'est qu'il est valide quel que soit le point. Il suffit repositionner la relation de Varignon et vous verrez par vous-même que finalement, vu qu'on fait un vectoriel force nul, forcément, ça correspond à ce résultat. Deuxième type de torseur, le torseur dit glisseur. Le torseur glisseur, il est défini donc par... On va commencer par définir un torseur avec une résultante et un moment. Le torseur est dit glisseur si l'automoment, c'est-à-dire le produit scalaire entre R et le moment, entre les deux composantes, égale 0. Ça correspond bien à un scalaire puisqu'on fait le scalaire des deux forces. Et que la résultante, R, est bien évidemment différente du vecteur nul. Dans cette configuration, ça veut dire que le moment est toujours perpendiculaire à la résultante. C'est ce qu'on appelle un torseur glisseur. Au niveau des torseurs, on va retrouver, comme on l'a pu le voir en cinématique, les torseurs d'action mécanique de toutes les liaisons normalisées. Ça signifie que vous allez retrouver les différents graphes représentant les différentes liaisons, qu'il va falloir bien évidemment connaître. Petit lien entre le torseur cinématique et le torseur d'action mécanique. Le torseur cinématique, pour rappel, présente à gauche les vitesses de rotation, à droite les vitesses de translation. J'ai pris ici, pour exemple, le torseur de la linéaire rectiligne d'axe X. Oméga X, oméga Z, ça signifie que mon système est capable de bouger suivant oméga X, oméga Z, c'est-à-dire d'avoir une vitesse. VOX, VOY signifie également que ça peut bouger en vitesse, en X et en Y. Le torseur d'action mécanique, on a défini qu'il y avait à gauche, en écriture verticale, les forces. La force, quand elle s'applique sur un solide, a tendance à générer une translation. Donc en fait, on va pouvoir se repérer par rapport à la partie de droite du torseur cinématique pour trouver la partie de gauche du torseur d'action mécanique. Ce qu'il faut retenir, c'est que là où ça bouge, il ne peut pas y avoir de transmission d'action mécanique. Et inversement, là où ça ne bouge pas, on peut transmettre un effort. Donc, quand on a un torseur cinématique, lorsque le système ne bouge pas, ça veut dire que je peux transmettre un effort. Au niveau des vitesses de rotation et des moments, c'est la même chose. Le moment, c'est ce qui a tendance à faire tourner. Donc, là où dans les vitesses de rotation, je ne peux pas tourner, ça veut dire que je suis capable de transmettre un moment ou un couple. Et voilà comment on peut faire. Si vous connaissez vos torseurs cinématiques, vous pouvez retrouver les torseurs d'action mécanique. Les points, les repères sont les mêmes. Si on creuse un petit peu plus au niveau des torseurs d'action mécanique, on va se retrouver avec 6 composantes qu'on va appeler par convention pour les forces X, Y, Z, pour les moments LMN. Et toutes ces composantes, on va les indicer. On va les indicer en considérant que c'est 2 sur 1 qui s'applique à chaque fois. L'ordre est très important puisque nous verrons en application du principe fondamental de la statique qu'une action Z21 va générer un retour, une action inverse Z12. Donc finalement, Z21 égale moins Z12. Donc il va bien falloir faire attention à ne pas se tromper dans l'ordre des indices. X, Y, Z, LMN, au niveau d'une liaison normalisée, c'est ce qu'on va appeler des inconnus de liaison.
Pourquoi des inconnues? Parce que potentiellement elles existent, potentiellement elles valent 0. Ne sachant pas leur valeur au début d'une étude de statique ou de dynamique, on va définir que ce sont toutes des inconnues, et puis au fur et à mesure des exercices, on va être amené à les rendre connues. Donc si vous avez bien compris tout ce qui se passe au niveau des liaisons normalisées, il n'y a plus que maintenant qu'à travailler sur le tableau des liaisons, qui est disponible juste en dessous de cette vidéo sur le site si-nsi.ovh. Vous retrouverez donc ce tableau